Alors, le débat, donc le débat sur les effets d'échelle, ah oui, d'abord on m'a demandé, effectivement j'emploie beaucoup d'anglicismes, et en particulier evidence. Evidence, ça veut dire les preuves empiriques. D'accord? Donc ça c'est la première chose. On m'a dit que, voilà, donc je dois faire ça. La deuxième chose, Schumpeter, je ne suis absolument pas un exégète de Schumpeter. Vous voyez? Donc Schumpeter avait des idées assez confuses sur la concurrence notamment. Et sur d'autres choses. Donc, si vous voulez, parce qu'il n'a pas modélisé, il n'a pas fait d'analyse empirique, il avait quelques intuitions, mais sur certaines choses, pas mal de choses, des idées assez quand même, il faut bien le reconnaître, assez confuses. Je ne cherche absolument pas à être un exégète de Schumpeter. Moi, j'ai démarré de quelques idées qui me paraissaient importantes, et on a développé notre propre théorie, et ça fait un maintenant, ça se développe, quoi. C'est tout un corps d'inspiration schumpeterienne. Mais je ne suis absolument pas un exégète de Schumpeter. Voilà. Donc ça, c'est autre chose que je voulais dire. On m'a demandé de parler du prix Nobel d'économie. Je veux simplement dire 2 mots sur le prix Nobel. Angus est un ami et un co-auteur. Et en fait, il a été, ses travaux, donc je puis dire comme ça en 2 mots, vraiment, je ne peux pas rendre justice à Angus, il me faudrait tout ce qui reste de mon cours ne suffirait pas bien évidemment à lui rendre justice. Ce qu'il a fait, c'est justement, je parlais de théorie et d'empirique. Ben voilà, Angus est un modèle du genre. C'est vraiment quelqu'un, quand il a fait des théories, il a essayé vraiment de les tester sur des données très micro, des données de consommateurs de ménage. Et donc, d'abord, il a fait une théorie de la consommation. Comment la consommation réagit au prix, aux revenus. Comment les gens essayent de lisser la consommation au cours du temps. Parce qu'il y a des moments où on a de la chance, des moments où on n'en a pas. On peut être chômeur ou pas chômeur. Comment les gens réagissent. Comment dans les pays pauvres, la nutrition réagit aux revenus qui augmentent. Est-ce que forcément la nutrition va s'améliorer avec l'augmentation du revenu, ou est-ce que les gens vont plutôt dépenser, s'acheter des iPhones ou des choses comme ça? Bon, ça c'est un sujet fascinant. Et Angus Deaton, ce qu'il a fait, c'est que, si vous voulez, il a regardé la consommation au niveau de l'individu, au niveau des ménages, vous voyez, donc il y a l'homme, le mari et la femme, comment ça se passe entre eux, quoi, hein, et au niveau agrégé, au niveau d'une société tout entière. Et là où il a été remarquable, c'est qu'il a relié ces 3 niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Que personne n'avait jamais fait avant. Voilà, avec une théorie derrière, qu'il a testée sur des données. Donc, si vous voulez, il a vraiment donné un... Alors ensuite, il a parlé de pauvreté. Si vous étiez à ma leçon inaugurale, ou vous la regardez sur le site, à un moment donné, je parle de l'Inde. Et je dis, en Inde, le taux de pauvreté dans les zones urbaines était de 39% dans les années 70, et il est tombé à 12% à la fin des années 90. Qui a montré ça? C'est les données de Deaton. C'est Deaton avec Jean Drèze, fils de Jacques Drèze, qui est économiste belge. Et c'est pas facile de comparer des niveaux de pauvreté, parce que entre-temps, le panier de biens change, entre-temps, les prix changent et les revenus changent. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Comment j'ai quand même quelque chose qui est commensurable, vous voyez, qui est comparable entre les 2 périodes. Ça, c'est vraiment Deaton, et il l'a fait très très bien, quoi. Et donc, si vous voulez, le développement, c'est quoi? L'économie du développement, c'est pour faire baisser la pauvreté. Eh bien, comment vous la mesurez? Eh bien, c'est Deaton. Il est inévitable. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il a travaillé sur la santé, l'inégalité en accès de santé. Il y a les maladies infectieuses, il y a les maladies structurelles. Et avec le développement, comment l'une et l'autre varient. Comment, avec l'accès des femmes à un certain nombre de droits, ça a amélioré les choses ou empiré les choses pour elles, etc. Et comment c'est relié, comment il y a à la fois convergence dans les niveaux d'espérance de vie, mais également des inégalités nouvelles qui apparaissent dans la santé et dans les revenus. Donc ça, c'est quelque chose que Deaton a regardé de manière très très précise. Et il a un merveilleux livre qui s'appelle La Grande Évasion, parce qu'il a repris le titre vous savez, du film La Grande Évasion. Et c'est l'idée qu'il y a la grande évasion, c'est que je m'évade pour arriver et puis en même temps, les écarts se creusent quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et d'autres qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui rattrapent et d'autres qui ne rattrapent pas. Qui sont ces gens qui rattrapent? Et c'est un peu comme je disais, il y a des gens qui ont rattrapé, les gens qui n'ont pas rattrapé. Qui sont ces gens-là? À la fois du point de vue espérance de vie, du point de vue revenu. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et dans la période récente, il a travaillé sur le bonheur. Et vous savez, il y a différentes mesures du bonheur, et évidemment, beaucoup de gens ont dit, voilà, le PIB par tête, après tout, pourquoi se focaliser là-dessus? Il y avait eu l'étude de Fitoussi, Stiglitz, Sen, qui disait il faut d'autres indicateurs que simplement le PIB par tête, ce qui était tout à fait juste. Il faut s'intéresser à l'environnement, il faut s'intéresser aux inégalités, il faut s'intéresser au chômage, et tout ça, il doit prendre en compte. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Deaton a fait des surveys, des enquêtes,
où il a demandé aux gens, est-ce que si vous deviez mesurer votre satisfaction entre 0 et 10, vous mettez votre satisfaction où maintenant, et dans 5 ans, où est-ce que vous pensez que vous la mettrez? Il a construit des indices de satisfaction, et d'autres indices également. Est-ce que vous êtes fait du souci hier, par exemple? Il y a différentes mesures. Bon. Et il a regardé le lien entre ça et le PIB par tête. Et il a vu que quand même, si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue, quoi. C'est-à-dire que quand le PIB par tête augmente, ça fait quand même augmenter le bonheur. Voilà. C'est quand même très intéressant parce que ça répondait à toute une série de gens qui prônent la décroissance, qui disent le PIB par tête, c'est absolument pas important. Non, on peut s'offrir davantage de choses. Nous, on sait à quel point en France, d'avoir un demi-point de croissance en plus, qu'est-ce qu'on se sortirait mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire des choses qu'on ne peut pas faire puisque nous n'avons pas cette croissance? Donc, si vous voulez, il a regardé un petit peu ça. Et alors, nous avons travaillé ensemble. Et ça qui était sympa, c'est qu'il se trouve que le papier de Deaton de cette année qui sort dans une bonne revue scientifique, c'est un papier quand j'ai fait avec lui et Alexandra Roulet, qui est étudiante à Harvard et que vous voyez souvent à la radio, vous l'écoutez souvent. Alexandra, on avait fait un petit livre ensemble qui s'appelait Repenser l'État. Et avec Angus, on avait un papier qui s'appelait Creative Destruction and Subjective Well-being. On regardait justement, il y avait quelqu'un qui venait me voir avec l'idée de destruction, mais on a regardé le lien entre destruction créatrice et bonheur. Et évidemment, dans la destruction créatrice, il y a la perte d'emploi. Et on a vu qu'évidemment, les gens, quand il y a plus de destruction créatrice, ils se font plus de soucis, évidemment parce qu'ils ont perdu l'emploi. Mais en même temps, beaucoup, c'est ça qui était très intéressant, voyaient les perspectives de création de nouveaux emplois. Et ils voyaient les gains de croissance potentiels. Et donc, on a vu que tout ça, c'était dans l'analyse. Et que quand on contrôlait pour le chômage, alors l'effet était clairement positif. Et que c'était juste à cause du chômage que les gens n'aiment pas la destruction créatrice. Et alors, de manière très intéressante aussi, on a montré que dans les États américains où l'assurance chômage est plus généreuse, eh bien, c'est l'effet positif domine encore plus l'effet négatif de la destruction créatrice sur le bonheur. Donc, vous voyez, on a fait toute cette étude-là, on a vu qu'aussi dans les régions américaines où la croissance des firmes est plus grande, où les destructions d'emplois se traduisent aussi par des créations, eh bien, évidemment, on vivait beaucoup mieux la destruction créatrice que dans les zones où c'était simplement des délocalisations. Vous voyez, des choses auxquelles vous vous attendrez, mais vous pourriez vous attendre. Et donc, ça a été un peu le papier. C'est marrant parce que on était en révision pour l'American Economic Review, et on a resoumis le papier il y a une semaine, quoi. Donc j'étais en contact avec Angus Deaton quotidiennement. Alors voilà, tu fais tel commentaire, mais là on pourrait rajouter ça. Vous savez, quand on fait les révisions à plusieurs co-auteurs. Et donc voilà, c'est un homme merveilleux. En plus, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un être humain merveilleux. Voilà, il y a des gens, ils sont très bons, mais ils sont peut-être pas très sympas. Mais lui est vraiment un type très sympa et vraiment bon. Et l'histoire d'Angus Deaton est remarquable, ça fait pleurer parce que Angus vient d'un milieu très modeste en Écosse, et il ne doit d'être devenu un universitaire que parce qu'il était un bon joueur de rugby. Et c'est pour ça qu'il a été pris à Cambridge, et c'est comme ça qu'il a pu faire une carrière, quoi. Qu'est-ce qui serait passé si Angus n'avait pas été un bon joueur de rugby? Voilà. Et donc c'est en même temps un merveilleux parcours, et voilà. Enfin, j'ai envie de pleurer, j'ai pas envie de pleurer, vous continuez. Bon, allez, arrêtez, pas plus d'Angus, voilà. Un homme merveilleux, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bon, allez, on parle d'effets d'échelle. Je vais me mettre à chialer, là. Les débats sur les effets d'échelle et la stagnation séculaire. Donc, moi, j'avais ce monsieur Jones qui dit, voilà, c'est fou, le nombre de chercheurs augmente, mais pas la croissance de la productivité. Et puis, il y a Gordon, qui dit l'innovation peut-être accélérée, j'en sais rien, en termes de nombre de brevets, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick parce que la croissance de la productivité, elle semble s'étioler plus qu'autre chose. Et vous voyez, regardez, là dans cette courbe, là, j'ai représenté en rouge, en bleu, c'est l'accélération du nombre de brevets par habitant. En rouge, c'est l'innovation de la part des revenus du top 1%. Pour montrer, c'est un papier où je montrais que c'était parallèle. Je reviendrai là-dessus plus tard dans le cours. Et j'en ai parlé dans ma leçon inaugurale. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est la courbe en bleu, en gris, si vous voulez, gris-bleu. Et vous voyez qu'il y a une accélération de l'innovation. C'est très, très net. Or, la croissance, vous voyez, la croissance de la productivité, elle a connu un pic dans l'année 2000, c'est la vague Internet, mais là, elle a tendance à baisser. Et la vision de Gordon, c'est de dire, ben, ça baisse, quoi, vous voyez, et ça va finir par baisser, et il n'y aura plus de montée, quoi. Lui, il pense que c'est la dernière montagne, celle-ci, vous voyez. La vision de Gordon, c'est un peu après moi le déluge, quoi. Hein. Il y a eu ça, et après, c'est terminé, quoi. Lui, il pense qu'on va comme ça, quoi. Et moi, je pense qu'on va faire encore comme ça, vous voyez. Ça, c'est la différence. Et je pense aussi que la croissance de la productivité n'est pas une très bonne mesure. Donc d'abord, il y a eu la vague de l'Internet, je pense qu'il y aura d'autres vagues, et je pense qu'on va continuer. Pourquoi alors? Donc, si vous voulez, moi, les deux, pourquoi je pense que j'ai une réponse commune à Jones, potentiellement à Jones et à Gordon? Parce que je pense que l'un et l'autre,
ils se sont concentrés sur la croissance du PIB par tête. Or, cette mesure-là n'est pas une très très bonne mesure. Pourquoi ? Parce que typiquement, c'est fait par les statistiques, les offices de statistiques, et les nouveaux produits et les nouvelles firmes, eh bien, ils mettent du temps, ils ne savent pas bien le prendre en compte. Voilà. Et je veux juste simplement vous montrer ici. Donc là, vous avez, c'est aux États-Unis, vous avez, ça c'est dans des régions, la courbe en bleu, c'est les régions où vous avez les municipalités, vous avez beaucoup de destruction créatrice, hein, beaucoup de, je sais que quelqu'un ne veut pas que j'utilise le mot destructeur, mais c'est le terme malheureusement consacré. Beaucoup de, et turnover, c'est un mot anglais, alors j'ai le choix entre faire du franglais et faire du... Et l'autre, c'est des États où il y a peu, où finalement il y a peu de renouvellement, de remplacement, vous voyez, hein, on peut le dire autrement. Et dans les États où il y a peu de remplacement, on voit un lien très clair entre le nombre de brevets et la croissance de la productivité. La relation est très clairement croissante. Mais quand on se restreint aux États américains où il y a beaucoup de turnover, beaucoup de remplacement, eh bien là, le lien entre croissance et mesuré et brevet est négatif, ce qui ne peut pas être. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a un problème de mesure. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème de mesure ? C'est une boîte noire énorme, et je suis en train de l'explorer en ce moment. Donc là, je ne peux pas vous parler de recherche que je n'ai pas faite, je suis en train de la faire. Bon, voilà. Et là, ici, ce que je regarde, c'est pareil, mais au lieu de regarder entre régions américaines, entre municipalités, je regarde, en fait, d'un secteur à un autre. Il y a des secteurs où il y a beaucoup de remplacements, et des secteurs où il y a assez peu de remplacements, où c'est très calme. Et si je regarde les secteurs où c'est très calme, et bien là, à nouveau, c'est la courbe en rouge, on voit un lien très positif entre croissance mesurée de la productivité et nombre de brevets par employé. Par contre, dans les secteurs où il y a beaucoup de destruction créatrice, on voit un lien, pratiquement pas de lien, entre la croissance mesurée et le nombre de brevets. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de mesure. Si j'ai un problème de mesure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M. Jones, s'il avait mesuré correctement la croissance de la productivité, peut-être qu'il aurait trouvé qu'il y avait un effet d'échelle. Et donc après, il a développé une théorie qui s'appelle les semi-endogenous growth models, des modèles semi-endogenous growth. Je pense que c'est du pipeau, personnellement. Et je pense qu'on va pouvoir montrer qu'il y a un effet d'échelle et que donc on n'a pas besoin de cette théorie-là. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et à Gordon, je lui dis pareil. Je lui dis, c'est un problème de mesure en grande partie. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des vagues technologiques. C'est-à-dire qu'il y a par ailleurs, il y a aussi l'idée qu'il y a ces vagues. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle une vague technologique ? C'est qu'on invente la machine à vapeur est une technologie qu'on diffuse à toute l'économie. L'électricité, c'est une technologie qu'on diffuse à toute l'économie. L'Internet et les TIC, c'est les technologies de l'information et de la communication, on diffuse à toute l'économie. Donc ça, évidemment, ça lève toute l'économie. Mais si vous voulez... comment peut-on croire qu'il n'y en aura pas d'autres ? Bien sûr qu'il y en aura d'autres. Pourquoi ? Parce que la révolution d'éthique a changé la manière de produire des idées. Comment on produit des idées ? En parlant avec des gens souvent. On discute avec des gens, on dit tiens, mince, tiens, là il y a quelque chose qui se produit. Or, la possibilité d'interagir avec les autres est beaucoup plus grande qu'avant. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et la recherche se fait beaucoup plus vite. Moi, cette recherche que je fais sur la ségrégation séculaire, j'ai un co-auteur à Stanford. Je suis en Skype avec lui toute la journée. Et, je veux dire, on a le Dropbox où il fait un truc, il me l'envoie, je réponds, je lui renvoie. Mais vous vous rendez compte le temps qu'on gagne ? Donc la technologie de production des idées s'est extraordinairement améliorée. On peut maintenant avoir des co-auteurs en Nouvelle-Zélande, on peut avoir des papiers. J'ai des articles qui fonctionnent. J'ai un co-auteur en Angleterre, un autre aux États-Unis, un autre en Australie. Le papier, il y a toujours quelqu'un qui travaille dessus, parce qu'à tout moment, et après, il envoie des mails aux autres. Je veux dire, donc comment peut-on penser qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues technologiques ? C'est une vision folle de penser qu'avec une telle amélioration, d'autant que maintenant, un innovateur, comme je l'ai dit, il y a la mondialisation, il peut vendre et gagner énormément, parce que maintenant, vous avez un marché très grand pour gagner. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je pense. Mais je crois qu'il y a beaucoup, en partie, il y a ce problème de mesure, et donc, essayer de comprendre ce problème de mesure qui permet de répondre aux deux. Mais voyez ça, le défi de Jones, c'était en 1995, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Et on est encore là à répondre à des défis comme ça. Mais c'est ça qui fait avancer. Je trouve que l'économie devient très ennuyeuse quand il n'y a pas de controverse, de débat. Et c'est le débat permanent et la controverse permanente. Et c'est ça qui fait avancer tout le monde. Et je crois que c'est ça qui est très très sain, quoi. La discussion en économie. Voilà, donc je voulais un petit peu parler de ça. Il y a une autre raison d'optimisme, c'est qu'il y a des pays qui simplement ont fait des réformes, et bien quand ils ont fait des réformes, ils se sont mis à croître plus vite. La Suède a fait les réformes que j'espère que la France fera dans les années 90. Elle l'a fait parce qu'elle avait une crise bancaire très forte,
Et elle a fait ses réformes, et la croissance a plus que triplé en Suède après ces réformes. Le Japon qui n'a pas réformé, la croissance continue de décliner. C'est que je crois beaucoup aussi que les pays peuvent se prendre en main et faire des réformes qui font que ça dope la croissance. Voilà, je crois beaucoup. Malheureusement, tout le problème, c'est que souvent, ils les font avec le couteau sous la gorge. Or, nous, comme nous avons un bon système fiscal, beaucoup de choses marchent mal en France, mais pas l'Office des impôts. Et donc, du coup, les taux d'intérêt sont très bas. Et du coup, tant que les taux d'intérêt sont bas, beaucoup de gens disent que ce n'est pas la peine de faire des réformes en France. Donc on revient, là c'est l'agent paresseux, là, vous voyez, mais c'est l'agent France, c'est le gouvernement paresseux, ce n'est pas les firmes. Et donc on ne fait pas les réformes. Et évidemment, le seul qui a fait des réformes sans avoir le couteau sous la gorge, c'est Schröder. Bon, il l'a payé, mais il les a fait tard dans son terme. Et c'est un des rares cas. C'est vrai que souvent, les pays, malheureusement, réforment quand ils ont vraiment le couteau sous la gorge. Et avec l'euro, c'est un peu un anesthétique, l'euro. Vous voyez, en 1983, nous avions le couteau sous la gorge de la dévaluation du franc. Et là, ça nous avait fait des réformes. Mais maintenant, nous n'avons plus ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on... Voilà, il y a toute la question de qu'est-ce qui fait qu'on réforme. Les pays scandinaves, ça a été la crise bancaire qui les a fait réformer. Mais vous voyez, à partir du moment où la Suède a réformé, elle a pris le train de la révolution d'éthique. Elle s'est mise dans ce train-là. Et elle a pu augmenter plus vite. Donc, vous voyez, ma raison d'optimisme, c'est d'abord qu'on mesure mal la croissance de la productivité, et deux, qu'il y a toute une série de pays en Europe qui ont des potentiels d'accélérer leur croissance phénoménaux, qui n'ont absolument pas exploré. Voilà, donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Alors, je voulais dire sur la concurrence un certain nombre de choses. C'est qu'aussi, ce qui est intéressant avec les idées, c'est que des fois, les gens, il y a des fausses idées, mais les fausses idées peuvent faire avancer le débat. Par exemple, voilà, il y a des fausses bonnes idées. Alors après, vous pouvez me dire, mais Philippe, monsieur Aguillon, on n'est absolument pas d'accord avec vous, vous racontez des choses qu'on n'est pas d'accord. Mais moi, je veux que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi. D'abord, il y a des gens qui disent, puisque je sais que la concurrence, c'est important, il faut exclure le recours à la politique industrielle. Ensuite, il y a des gens qui vous disent, la concurrence exclut le recours aux brevets, et vice-versa, si on croit dans les brevets, on ne croit pas à la concurrence. Ça, je n'en parle pas maintenant, je vous en ai déjà parlé avant. Mais ça, c'est une autre fausse idée. Par exemple, j'ai des collègues, Boldrin et Levin, qui reconnaissent l'importance de la concurrence et qui disent que puisque la concurrence est importante, il faut éliminer le brevet. Voilà. Donc, c'est des choses... Alors, il y a des choses que je ne brevette pas. Un théorème, je ne vais pas breveter. Une série de recherches fondamentales, pas nécessairement faites pour être brevetées, mais eux sont pour enlever tous les brevets. Sous prétexte que la concurrence marche bien. Ou Bill Gates qui vous dit, sous prétexte que le brevet marche bien, j'enlève la concurrence. Et puis, il y a la concurrence accroît les inégalités. Beaucoup de gens vous disent « Ah oui, mais c'est terrible la concurrence ». Par exemple, François Pérou, qui était mon prédécesseur, disait « La concurrence est un élément d'égalité ». C'est vrai qu'il peut y avoir un effet inégalité. Par exemple, si j'augmente la concurrence, c'est vrai que c'est pas vrai. Regardez, par exemple, là, j'avais mes firmes. Vous voyez, là, c'est clair, j'augmente la concurrence. L'inégalité entre les firmes proches de la frontière et les firmes loin va augmenter. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, la concurrence augmente les inégalités. Donc, mais est-ce que c'est la fin de l'histoire? D'accord? Alors, qu'est-ce que je veux dire sur ces choses-là? Eh bien, la politique industrielle d'abord. La politique industrielle, ça se pratiquait beaucoup, et beaucoup de pays le font, et la plupart des pays, en fait, le font. Mais au début, on se disait, c'est très bien, il faut que les pays, on aide les secteurs. Il y avait en gros la théorie suivante, c'est qu'il y avait un secteur de l'économie qui a des externalités, ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire qu'il y a une force de levier sur le reste de l'économie. Donc, par exemple, eh bien, il faut les protéger. Par exemple, il y avait l'idée de la infant industry. C'est-à-dire de dire, voilà, vous avez des pays émergents, vous avez une industrie qui essaie de se développer, et si elle se développe, elle fait avancer tout le reste de l'économie. Elle est comme une locomotive de l'ensemble de l'économie. Seulement, pour qu'elle puisse vraiment avancer, il ne faut pas l'inhiber. Si vous ouvrez trop vite le pays à la concurrence étrangère, eh bien, c'est les étrangers qui vont venir, mais eux n'ont pas d'externalité, c'est ce que dit la théorie, et donc, il faut protéger l'industrie. Pour permettre de... Voilà, ça c'était la vision, et on avait beaucoup cette vision de infant industry, protégeons les industries, et c'est pour ça que l'Argentine ou d'autres pays latino-américains, avec Prebisch et tout, avaient fait la politique de substitution à l'importation. On disait, voilà, pour éviter la concurrence étrangère, produisons nous-mêmes ce qu'on pourrait importer. Ils pensaient que comme ça, ils sauvegardaient l'industrie argentine et développaient l'Argentine. Et puis, comme vous le savez, l'Argentine, elle stagne. Elle a stagné. Bon. Donc, si vous voulez, voilà, il y a eu cette vision-là, donc de ces gens-là qui étaient pour la politique industrielle. Et nous avons eu une politique industrielle. Alors, il y a eu des bons côtés chez nous. Airbus, ça a été très, très bien. Concorde, ça a été un peu moins bon. Le plan calcul, ça a été un désastre. D'accord? Donc, si vous voulez, il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc, on a eu, nous aussi, une politique industrielle très, je dirais, colbertiste, c'est-à-dire,
on choisissait surtout des champions nationaux, et on disait voilà, et après ils ont des petites firmes, des petites entreprises qui travaillent avec eux, et nous on aide les gros, et puis ça marche. Et ça a assez bien marché. Les 30 Glorieuses a été une période de politique industrielle très comme ça colbertiste, où le gouvernement misait sur quelques champions nationaux et ça tirait le reste de l'économie. Alors, à partir du moment des années 80, la notion de la politique industrielle est devenue quelque chose qui a eu une mauvaise réputation. On s'est dit, finalement, et plusieurs personnes se sont dit ça, notamment Anne Kruger, qui était d'abord économiste chercheuse, et qui après est devenue le numéro 2 du FMI, disait, c'est vraiment la politique industrielle, d'abord, qui sont les gouvernements pour choisir les gagnants? Comment ils peuvent décider de qui doit avoir les subventions et qui ne doit pas les avoir? Pourquoi ils sont placés? Pourquoi ils sauraient mieux que le marché lui-même? Pourquoi ils auraient l'information nécessaire? Comment je sais? Et évidemment, en corollaire était surtout la peur qu'on a, c'est qu'ils prennent ceux qui sont gentils avec eux. On arrive à la corruption, c'est-à-dire on choisit les petits copains, on donne aux petits copains. D'accord? Comment éviter le phénomène des petits copains? Même s'il n'y a pas ça, vous aidez les firmes en place, donc vous biaisez la concurrence contre les entrants potentiels dans un secteur. Et ça peut être très mauvais. Si vous reconnaissez que la concurrence est très importante pour une économie de l'innovation, où la croissance est tirée par l'innovation, vous vous dites, biaiser la concurrence, par en particulier une politique industrielle, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors il y a des gens qui, à partir de ces arguments-là, qui sont justes, ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire de dire plus de politique industrielle, faisons plus de politique sectorielle. Moi, je me souviens de débats que j'avais avec Anders Borg, qui était ministre suédois des Finances, qui était par ailleurs très sensé sur beaucoup de choses. Lui, il disait « Je ne veux absolument pas de politique industrielle en Suède parce que j'ai peur de biaiser la concurrence, etc. » Et donc, c'était ça l'idée. Et un petit peu la commission de la concurrence à Bruxelles, un peu cette philosophie, les aides d'État sectorielles, éviter à tout prix parce que ça fausse la concurrence. D'accord? Donc ça, c'est devenu un peu... Donc on est passé d'une extrême à l'autre. On est passé du vieux colbertisme à certains qui disent plus du tout de politique sectorielle. Et si vous voulez, là, il y a eu la dernière crise. Et pourquoi il faut reprendre le débat? Parce que, si vous voulez, il y a les limites du laisser-faire. On a vu des pays, si on laisse la spécialisation se faire entièrement par le marché, il y a des pays comme l'Angleterre qui sont spécialisés entièrement dans la finance. Ils ont payé très cher au moment de la crise. L'Espagne s'est spécialisée dans les biens, dans l'immobilier et les biens non échangeables. Ils l'ont payé très cher au moment de la crise. Donc on se dit, c'est quand même embêtant de laisser le marché déterminer seul la spécialisation. Vous voyez? Donc ça, c'est un premier argument qui oblige à reconsidérer. Un deuxième, c'est de dire le changement climatique. Le changement climatique, c'est quoi? C'est de dire, je voudrais que l'innovation et la production soient vertes. Je ne les veux pas sales. Or, le marché tout seul ne va pas forcément générer de l'innovation verte. Parce qu'en fait, il y a le phénomène de ce que j'appelle la dépendance au passé. C'est-à-dire, et je l'ai montré moi dans mes travaux récents, c'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui a innové beaucoup, j'ai innové beaucoup dans les moteurs à combustion, je vais continuer d'innover dans les moteurs à combustion. Je ne vais pas innover dans les moteurs électriques. Je vais continuer à faire ce que je suis bon à faire. Et là, il vous faut aussi un gouvernement qui vous réoriente. Et ça, c'est aussi un argument pour la politique industrielle, vous voyez? Et puis, il y a d'autres arguments, c'est que la Chine le fait. Alors, eux, ils sont très, très agressifs, alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis, il y a le Don't Ask, Don't Tell, c'est-à-dire, Don't Ask, Don't Tell, c'est dans l'armée américaine, vous savez, dans les préférences sexuelles des gens. Normalement, on dit que tout le monde doit être hétérosexuel, mais si tu es homo, tu ne le dis pas, et tu ne demandes pas et tu ne dis pas, quoi. Voilà. Mais c'est un peu la même chose, c'est que les pays font de la politique industrielle, mais comme ils n'ont pas le droit de la faire, ils la font de manière cachée. Ils la font mal, du coup. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire les choses au grand jour, comme ça on sait, on peut améliorer la gouvernance. Comme ça, vous faites de la politique sectorielle, mais je vais voir si vous réduisez la concurrence ou pas. Si vous la réduisez, je viens et j'interviens. Sinon, non. Mais je n'empêche pas que vous la fassiez. Et donc, il y a un petit peu ça. Donc, l'idée, c'est de dire il faut reprendre. Et en fait, si vous voulez, pourquoi la politique industrielle peut être importante? Parce qu'il y a effectivement des secteurs qui tirent tout le reste de l'économie, qui ont beaucoup d'externalités sur le reste de l'économie. Le numérique, par exemple, a beaucoup d'externalités. Ensuite, il y a des secteurs comme la santé ou les énergies renouvelables qui sont importantes pour aider la croissance à être soutenable. Donc, on ne peut pas les ignorer. Et puis, donc déjà, il y a ce qu'on appelle des externalités technologiques que les entreprises privées ne prennent pas en compte. Vous voyez? Et donc, les gouvernements ils peuvent vouloir intervenir là. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a des contraintes de crédit. C'est-à-dire que peut-être que des gens veulent faire les bons investissements, mais ils n'ont peut-être pas les crédits pour les faire. Et là, à nouveau, le gouvernement peut être utile. Alors, le problème n'est pas tant que est-ce qu'il la faut ou pas, la politique industrielle, c'est qu'il faut la repenser. Et l'idée, c'est de dire, voilà, je ne suis plus dans l'économie des 30 Glorieuses, je suis dans l'économie de l'innovation.
Comment je repense la politique industrielle? D'abord, je vais sélectionner des secteurs qui ont fort potentiel de croissance. Typiquement, les secteurs qui emploient beaucoup de gens qualifiés ont des potentiels de croissance plus grands. C'est montré, ça. Donc on peut dire, on choisit ces secteurs. Il y a eu des travaux de Nathan Nunn et Dan Treffler qui le montrent. Et puis, par ailleurs, mes propres travaux montrent que si on choisit des secteurs plus concurrentiels et qu'on subventionne pas juste un champion, mais tout le monde, y compris les entrepotentiels au secteur, eh bien, on réconcilie politique industrielle et concurrence. Et là, ça marche très très bien sur la croissance. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'opposer la concurrence et la politique industrielle, il y a une manière de faire de la politique industrielle qu'on peut réconcilier avec la concurrence. Et comme ça, on est gagnant-gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, voilà, c'est une manière de battre en brèche l'idée. Donc, c'est vrai qu'une vieille façon de faire la politique industrielle n'est plus de mise quand vous êtes une économie d'innovation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout ce qui est politique sectorielle à la poubelle. Non, on peut gouverner autrement et refonder la politique industrielle. Voilà, donc ça, c'est une réflexion que j'ai. Alors, évidemment, je suis tellement emballé par ce que je dis que j'avais perdu voilà. Alors voilà, donc ça c'était, et là je ne vais pas vous montrer ces tableaux, mais tout ce qui montre, c'est qu'effectivement je cible des secteurs plus concurrentiels et j'ai des subventions plus dispersées, eh bien il y a plus de croissance. Et puis alors la dernière chose, c'est que je voulais montrer simplement, il y a l'idée de dire la concurrence, ça crée de l'inégalité. C'est vrai que ça crée de l'inégalité entre les firmes performantes et les firmes moins performantes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, regardez, ça c'est une figure qui est faite aux États-Unis, où on montre que les endroits où il y a plus de remplacement de nouvelles firmes, d'anciennes firmes par des nouvelles firmes, qui est une mesure du dynamisme du marché des biens et services, eh bien il y a plus de mobilité sociale. Alors évidemment, en ordonnée, je représente la différence des revenus entre des gens de familles riches et des enfants de familles pauvres. Alors plus la différence est grande, moins il y a de mobilité sociale. Donc ce que j'ai en ordonnée ici, c'est une mesure inverse de la mobilité sociale. Et ce que j'ai en abscisse, c'est une mesure du dynamisme du marché des biens. Eh bien plus il y a de marché des biens, plus il y a de mobilité sociale. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a ce concept très important quand je parle d'inégalité, et on reviendra là-dessus dans les leçons suivantes. Je parlerai de mobilité sociale. Je crois beaucoup dans le fait qu'en dynamisant l'innovation, et je vous le montrerai, ce n'est pas juste une croyance, on peut le faire, en tout cas d'une manière qui dynamise également, qui augmente la mobilité sociale. Je crois que ce concept de mobilité sociale est un concept très très important qui a été sous-étudié, vous voyez, et qui, à mon avis, va être une des grandes choses de là. Donc voilà. Donc je voulais un petit peu, vous voyez, autour de la concurrence, vous voyez, on a appris beaucoup de choses. Vous voyez, on a appris qu'il y a des effets différents sur les firmes près de la frontière, loin de la frontière, la courbe en U, le débat concurrence-brevet, le débat concurrence-politique industrielle, le débat concurrence-inégalité, et on a essayé de comprendre pourquoi les choses étaient plus compliquées que le modèle initial le disait sur concurrence, et donc ça vous donne déjà une bonne idée de ce qui se passe. Alors maintenant, je voudrais parler, il me reste 20 minutes, un quart d'heure, et je voudrais parler de concurrence entre pays. Alors ça, j'en avais parlé dans un colloque l'an dernier, et je vais en reparler, mais depuis alors je vais en parler maintenant. Alors, cours 2, partie 2. Alors voyons ce que ça... Ah voilà, oh, ça va marcher. Ça va marcher, animation diaporama, à partir du début. Voilà, concurrence, alors là j'ai fait concurrence militaire et éducation, mais évidemment, je crois beaucoup plus en concurrence en général et éducation, parce que sinon, je me souviens quand j'avais fait cette présentation, c'est que je n'étais pas encore professeur au Collège de France, il y avait un colloque de rentrée l'an dernier, quelqu'un est venu me voir pensant que j'étais un adepte des guerres, parce que je pensais que les guerres c'était très très bien, parce que ça poussait à l'éducation, pas du tout, non, c'était pas du tout ce que je veux dire, je suis absolument pas du tout anti-militaire, je n'aime pas du tout les guerres, des fois on ne peut pas les éviter, mais je suis très très contre. Voilà. Alors l'idée là c'est la suivante, c'est de dire de la même manière que les gens innovent pour échapper à leurs concurrents, les pays peuvent innover pour échapper à la concurrence des autres pays. Et donc c'est très intéressant parce que je vous ai parlé de la concurrence. Vous voyez, c'est une idée, vous avez ça dans les classes, la concurrence. Vous avez ça entre entreprises, mais vous avez ça entre gouvernants et entre pays. Et je vous avais déjà mentionné l'idée pourquoi la révolution industrielle a eu lieu en Europe et pas ailleurs, et Mokir qui vous expliquait qu'en Europe, vous aviez la concurrence, qui a été un formidable catalyseur pour la révolution industrielle. Vous n'aviez pas ça en Chine, alors vous aviez des inventions fantastiques en Chine. On a inventé la roue, le compas, plein de choses importantes ont été inventées en Chine, et pourtant, la révolution industrielle n'a pas eu danger parce que les empereurs ont à chaque fois muselé les innovateurs parce qu'ils avaient peur que leur pouvoir politique soit remis en cause par les innovations technologiques. Et par contre, en Europe, c'est la concurrence entre pays qui a fait que les pays se sont modernisés. Alors, je vais donner un exemple important que je considère important, c'est l'éducation. On a une grande question, c'est de dire, voilà, quels ont été les catalyseurs dans le développement de la scolarisation ?
Et un des points de vue, et à nouveau comme j'aime beaucoup la controverse, je vais toujours utiliser un point de vue opposé au mien, enfin opposé en tout cas différent du mien, et le point de vue dominant était que c'était la démocratisation, qu'en gros, les pays se démocratisent, et c'est parce qu'ils se démocratisent qu'il y a davantage d'éducation. Par exemple, on donnait la France comme exemple, on disait, voyez, regardez, quand on passe du Second Empire à la Troisième République, c'est quand même un saut démocratique. Et vous voyez, ce n'est pas étonnant qu'il y ait Jules Ferry. Voilà. Et l'Angleterre aussi s'est démocratisée, et donc, ça c'est non plus vrai pour l'Angleterre d'ailleurs. Et donc voilà. Et la thèse que je vais défendre, c'est que la scolarisation est en tout cas en partie liée à la concurrence entre pays, notamment sur le plan militaire. C'est-à-dire, notamment, on a peur de perdre des guerres. Et pour gagner des guerres, on comprend qu'il faut éduquer mieux. En tout cas, à l'époque moderne. Ce n'était pas vrai dans l'époque médiévale. Mais les guerres modernes, on comprend qu'il faut les gagner en éduquant. Alors, je vais pour ça... alors, j'ai fait des travaux. Mes travaux, c'est donc, si vous regardez avec Jaravel, Thorsten Persson, qui est en Suède, Dorothée Rouzet, qui est à l'OCDE, et on a utilisé des données internationales en panel. Donc, on avait d'abord, sur l'Europe de l'Ouest, nous avions des données d'éducation et des données militaires remontant à 1830. Et pour tous les autres pays du monde, on a des données de 1960 à 2000. Et donc, on a regardé, et ce qu'on a regardé, c'est le lien entre taux de scolarisation dans le primaire et menaces militaires. Alors, les menaces militaires, vous pouvez les mesurer de différentes façons. Vous pouvez le mesurer, par exemple, est-ce qu'il y a eu une guerre est-ce que ce pays a fait la guerre dans les 10 années précédentes? Les guerres passées peuvent être... Vous voyez, parce qu'on se dit, si j'ai fait une guerre, il y a plus de chances que je suis menacé. Je prends conscience que je suis menacé, quoi. Et puis, il y a une autre mesure qui est d'une mesure... Alors, on regarde les voisins, est-ce qu'ils sont hostiles à l'égard de vous? On regarde ce que disent d'autres dirigeants à l'égard de votre pays. Est-ce qu'il y a dans leur vocabulaire quelque chose d'agressif? Alors, il y a une mesure un peu qualitative de la menace militaire, vous voyez. Donc, et c'est très intéressant parce que les données objectives où on dit la menace militaire est basée sur est-ce qu'il y a eu une guerre ou pas dans les 10 années d'avant, ou une mesure plus qualitative basée sur les discours des hommes politiques donnent des résultats très similaires. Voilà. Donc, si vous voulez, on a essayé de relier l'éducation et ce qu'on a montré, si vous voulez, c'est la chose suivante. On a montré que les taux de scolarisation sont positivement et significativement corrélés avec la menace militaire. Vous voyez, la menace militaire pousse à la scolarisation. L'effet direct de la démocratie, une fois que je prends en compte la menace militaire, je ne vois plus d'effet positif de la démocratie. Et alors, par contre, je vois que la menace militaire a un effet sur la scolarisation d'autant plus fort dans un pays plus démocratique. Mais la démocratie joue que parce qu'elle est un effet renforçant de l'effet de la menace militaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un effet direct de la démocratie, mais la démocratie amplifie l'effet de la menace militaire. Voilà, c'est ça qu'on a montré. Voyez? Alors simplement, comme je ne veux pas vous embêter, je vais un petit peu, je n'ai pas énormément de temps, je voulais vous parler de 3 exemples. Et après, on a montré que c'était vrai en général, parce que vous pouvez dire, comme pour 3 exemples, vous pouvez me trouver 3 contre-exemples. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai montré qu'en moyenne, c'est vrai. C'est ça que font les régressions statistiques. C'est que je montre que c'est un phénomène statistiquement significatif. C'est-à-dire que les exemples l'emportent largement sur les contre-exemples. Alors, il y a la France de Sedan à Jules Ferry. C'était très intéressant. Vous savez, quand Hollande a été intronisé, on a dit il y a le bon Jules Ferry, et puis on a un peu caché ce qu'on considérait être le mauvais Jules Ferry. En gros, le bon Jules Ferry, c'est celui qui a construit les écoles et les lycées. Le Jules Ferry qu'on aime moins, c'est le colonisateur. Et on les met comme s'il y avait un peu 2 parties de son cerveau, un gentil et un pas gentil, quoi. Et nous, on oublie le pas gentil et on regarde le gentil. Mais en fait, c'est le même cerveau, parce qu'il fallait éduquer pour coloniser, justement. L'un était utile à l'autre. Je n'ai pas dit qu'il a fait ça uniquement pour ça, mais ça faisait partie d'une même démarche. Donc, c'est ça qui est intéressant, mais on ne le présente jamais comme ça. Alors, l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe dans la France d'avant Sedan? Eh bien, vous avez un faible budget public consacré à l'éducation, un système largement privé géré par l'Église, ou bien délégué à l'artisan, aux commerçants du coin, qui faisaient l'école. C'était dans des endroits tout à fait précaires. C'était fait par le boucher du coin, le charcutier du coin, c'était eux qui faisaient lire. Et en gros, qu'est-ce qu'ils vous faisaient faire? Ils vous faisaient lire le catéchisme. Et même si vous ne compreniez pas un seul mot, vous deviez apprendre à lire, quoi. Donc, c'était intéressant parce qu'une grande partie de la population était lettrée, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ça évidemment pas compter, il n'y a rien du tout. Il y a la géographie, l'histoire, que dalle. Bon. Mais ils savaient lire et vaguement, voilà. Il faut savoir qu'aussi 7,5 millions de gens, de citoyens français en 1863 parlent le patois et pas du tout très mal le français. Donc en gros, c'est une tour de Babel, la France. Et évidemment, avec une tour de Babel, on ne gagne pas des guerres, quoi. Hein? Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
eh bien, il se fait un débat en France en disant, voilà, il faut absolument, eh bien, il faut surmonter Sedan, il faut avoir notre revanche. À droite, on considère Sedan comme une punition pour s'être écarté des valeurs traditionnelles de la France. On trouvait que Napoléon III, c'était déjà trop progressiste. Et puis, vous avez... et puis, il y a une majorité qui se dégage, qui dit, au sein de l'élite, qui disent la Prusse a triomphé grâce à la supériorité de son école et de ses universités. Et un aphorisme populaire est que l'université de Berlin, c'est la revanche prussienne à la défaite de Iéna contre Napoléon Ier. Je vais revenir à Iéna et Napoléon Ier. Voilà. Donc les journaux et tout ça présentent l'instituteur allemand comme l'architecte de Sedan et l'enseignement secondaire allemand dispensé dans les Realschulen comme le pilier de l'efficacité militaire prussienne. Donc à ce moment-là s'engage un débat en France et ça aboutit aux réformes de Jules Ferry. Donc ça, vous le savez, en 81, l'enseignement primaire devient gratuit en France. En 82, il devient obligatoire de 6 à 13 ans. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le contenu de l'enseignement primaire est profondément réformé. On apprend non seulement le calcul et à lire et à comprendre ce qu'on lit, mais on apprend la géographie, l'histoire, et par les dictées, on apprend l'instruction civique beaucoup. Et l'enseignement religieux est interdit. Et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, sur le plan qualitatif, les élèves apprennent que leur premier devoir, c'est de défendre leur pays. Ils font de la gymnastique pour développer le sens de la discipline et préparer l'élève à devenir un bon soldat et un bon citoyen. Important de l'histoire et de la géographie et les dictées. Le but de la dictée, ce n'est pas seulement l'apprentissage de l'orthographe, mais c'est également pour enseigner à l'élève son devoir de défendre la patrie. L'instruction civique remplace le catéchisme. C'est très très important. On prépare les gens. Et si vous voulez, les résultats, c'est que le taux de scolarisation était déjà assez élevé en France, vous voyez. Il passe de 1176 pour 10 000 à 1430, ça, c'est pas énorme. Le taux d'alphabétisation était déjà élevé. Mais ce qui est important, c'est que, si vous voulez, c'est le contenu de l'enseignement qui change. Et ça ne se mesure pas. Malheureusement, on n'a pas de variable qualitative. Mais le fait est que la France devient le leader en matière de scolarisation et dépasse la Prusse à la fin des années 80. Je ne veux pas... Là, il est moins le cas. J'ai un autre exemple, c'est le Japon. C'est très intéressant parce que le Japon, justement, ce n'est pas une vraie guerre, le Japon. C'est une menace de guerre. Et qu'est-ce qui se passe au Japon? Eh bien, au Japon, au XVIIe siècle, depuis le XVIIe siècle, le Japon était gouverné par la dynastie Tokugawa. Voilà, et les samouraïs sous leurs ordres, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passait? Sous les Tokugawa, l'éducation était le privilège des samouraïs, et c'était surtout la traduction. Qu'est-ce qu'on étudiait? C'est Confucius et les classiques, quoi. En gros, c'est ça, mais c'était une manière de dire on est l'élite et les autres ne sont pas l'élite. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au milieu, en 1853, eh bien, Commodore Matthew Perry, américain, arrive au Japon avec une flotte et il dit, mais Coco, vous devez accepter le libre commerce, sinon c'est la guerre, quoi. Et donc forcé et donc ils font un ultimatum et sous la menace des navires de guerre américains, eh bien, les Japonais signent la convention de Kanagawa le 31 mars 1854. Et là, ça crée au Japon un traumatisme, c'est-à-dire qu'on se dit, mais là, on est trop faible et il faut changer l'État, il faut reconstruire l'État et en particulier le système éducatif. Une guerre civile éclate au Japon et les samouraïs venant de différentes régions, eh bien, vont s'insurger contre les Tokugawa. Et il demande à l'empereur Meiji de proclamer une restauration impériale. Et les forces révolutionnaires ont comme programme l'unification politique, la centralisation de l'administration, la rénovation de l'armée et la refonte du système éducatif. Et il y a un monsieur Kido Koin qui va être le grand réformateur. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit arrêtons d'enseigner Confucius, surtout maintenant il faut suivre l'exemple des sociétés américaines et européennes, et il faut un système d'éducation de masse et où on apprend des choses utiles. Il faut apprendre maintenant de la technologie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire Confucius, il faut apprendre du calcul, de la technologie, etc. Alors, donc là, je suis là. Donc, il y a les grandes réformes éducatives. Éducation primaire devient obligatoire, au moins par une durée de 4 ans, mise en place d'un système national de formation des maîtres, et le contenu, c'est-à-dire que maintenant, on se focalise sur la technologie parce qu'on veut devenir les meilleurs. Et c'est ce fameux Mori Harinori qui dit « Notre pays doit passer du statut de nation de 3e catégorie à celui de nation de 2e catégorie, plus à celui de nation de 2e catégorie à celui de nation de 1re catégorie. Au final, parvenir au statut de leader parmi toutes les nations du monde. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'établir les fondements du système d'éducation élémentaire. » Voilà, ça, vous ne pouvez pas le dire de manière plus simple. Et donc,
donc ils font ces réformes très importantes. Et là, c'est dramatique. Vous voyez, là, la scolarisation dans le primaire passe de 28% en 1973 à 98% en 1910. Le taux d'alphabétisation passe de 35% en 1865 à 75% en 1910 pour les garçons et de 8 à 68% pour les filles. Donc c'est vraiment une révolution. Et là, évidemment, et le Japon devient la puissance qu'il est devenu. Mais ça a été vraiment ce qui a été vraiment le déclencheur. Et là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu de guerre. C'est la menace militaire qui l'a développée. Vous voyez, c'est intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'était une situation non démocratique et il y a eu beaucoup d'obstacles à la réforme. Non, en partie parce que vous n'étiez pas dans une démocratie. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc ça va contre l'idée que c'est la démocratisation. Il n'y a pas eu de démocratisation au Japon à cette époque-là. Hein. Enfin, la Prusse, il me reste 10 minutes. La Prusse, eh ben, c'est très intéressant parce que moi, je vous ai dit, en France, il y a eu Jules Ferry parce qu'il y avait eu Sedan. Mais revenons en arrière. Regardons la Prusse elle-même. Pourquoi la Prusse a éduqué? Parce qu'elle avait été défaite par Napoléon. Et donc, c'était la défaite de Iéna en 1806. Et cette défaite va pousser Frédéric Guillaume III à engager une réforme de l'État, incluant une réforme éducative ambitieuse. C'est quand même très intéressant que en 1803, avant la défaite de Iéna, M. Frédéric Guillaume III, si vous lui demandiez sur l'éducation, il s'opposait à l'introduction de la méthode Pestalozzi progressiste dans les écoles primaires, sous prétexte que cela donnerait des idées aux jeunes esprits qui ne correspondent pas à leur situation sociale. Et il y a cette merveilleuse citation de ce Frédéric Guillaume III. Les enfants de la Volksklasse, de la classe populaire, ne doivent pas devenir enseignants, ni agents dans les chancelleries, ni mathématiciens, ni professeurs de religion. Ils doivent apprendre à lire leur catéchisme, la Bible, et à écrire et compter en accord avec les limites de leur situation sociale, et dans l'amour et la peur de Dieu. Et Iéna change tout. Tout d'un coup arrive von Stein, qui va devenir le baron von Stein, qui est le ministre de la Réforme de l'État, et M. von Stein fait venir un type absolument fondamental pour le progrès de l'humanité, c'est M. von Humboldt. Et M. von Humboldt arrive et il devient ministre de l'Éducation. Et M. von Humboldt déclare « L'idée maîtresse de la réforme de l'éducation, c'est d'insuffler des valeurs morales, religieuses et patriotiques à la nation. Il va réformer les programmes, les méthodes d'enseignement, la fréquentation des écoles. Il impose l'organisation de la scolarité en primaire, secondaire et université, avec cette idée d'une éducation universelle accessible aux plus pauvres. » Et c'est la révolution de Humboldt, qui est un truc extraordinaire. D'ailleurs, Humboldt, c'est une histoire merveilleuse. Je n'ai pas le temps d'en parler longtemps. Mais Humboldt, il a inventé l'université telle qu'elle marche aux États-Unis ou ensuite dans les meilleures universités du monde. Et c'est marrant parce que les Allemands ont perdu Humboldt. Et Humboldt, au début, les universités américaines étaient très médiocres. Et puis il y a un monsieur qui est arrivé d'Europe et il a dit, écoutez, il y a un truc formidable, Humboldt. Et alors, tout d'un coup, on a Humboldtisé les universités américaines. C'est devenu les formidables universités que c'est maintenant. Et en Suisse et dans d'autres pays, ont imité. Mais par contre, les universités allemandes n'ont plus été humboldtiennes. Et l'Allemagne, maintenant, réimporte le modèle humboldtien d'ailleurs. C'est extraordinaire, vous voyez comment la concurrence entre pays joue à nouveau. Mais là, heureusement, maintenant, c'est une concurrence économique et plus militaire. C'est-à-dire que Humboldt, les Allemands s'en sont dessaisis. Ils ont laissé d'autres pays prendre Humboldt. Mais eux, maintenant, ont compris que pour gagner la concurrence économique, ils doivent se réapproprier Humboldt. C'est quand même une très, très belle histoire. Alors, évidemment, les résultats, le taux d'analphabétisme tombe entre 1800 et 1835 en Prusse. Et le taux d'alphabétisation augmente, et évidemment, ça a aidé beaucoup la Prusse à gagner contre les Français. Et après, évidemment, les Français ont fait. Mais c'est intéressant parce que ça va au-delà de l'éducation. La concurrence fait aussi que les États se sont construits comme ça. Les systèmes fiscaux, les infrastructures, les administrations, beaucoup de ça. Et là, il y a un homme très important qui s'appelle Tilly, T-I-2-L-Y, qui est très important, qui a expliqué, qui essaie d'analyser par-delà l'éducation l'effet que la concurrence entre pays a sur le fait que les pays améliorent leur administration et leur gouvernement. Et moi, je pense en partie que si je suis confiant que la France va se réformer, c'est qu'on a la concurrence maintenant d'autres pays européens qui se réforment. Je crois beaucoup dans la force de la concurrence. Et je crois que c'est vraiment un levier qui est à la fois valable au niveau de l'école, au niveau des entreprises, mais également au niveau des pays, et qui amène de très bonnes choses, mais qui peut aussi amener de mauvaises choses. Voilà. Je m'arrête là, et donc, écoutez, on reprend la prochaine fois. Merci beaucoup.